Merci beaucoup à toi, Jean-Philippe. Merci d'abord effectivement à toute l'équipe du Centre culturel Bellegarde d'inviter Uzbek Erika, qui a un peu trop souvent tendance à être considéré comme un journal de bobos parisiens et encore que du 11e arrondissement. Et donc, donc c'est un grand plaisir d'être là et c'est un grand plaisir de pouvoir expérimenter auprès de vous effectivement une réflexion, enfin de pouvoir tester, de pouvoir discuter avec vous d'une réflexion qu'on mène, nous, Uzbek Erika, depuis maintenant 6 ans que le journal existe. Et effectivement, comme tu disais, je me rapproche. Ouais, mais. Ok. Effectivement, on a sorti en 2010, dès notre deuxième numéro, un numéro consacré aux robots. À l'époque, on était encore ultra technophile. Et on avait appelé ça un esclave qui vous veut du bien. Alors depuis, on a mis un peu d'eau dans notre vin. On est toujours technophile, modéré, disons. Et cette réflexion sur le futur nous a conduit à nous replonger un petit peu à la source de ce qu'était l'idéologie du futur. Et moi, c'est un peu de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est-à-dire comment finalement un objet de réflexion, une discipline qui est extrêmement neuve en France finalement, la prospective, la futurologie, même si c'est un terme un tout petit peu barbare, donne lieu à, je dirais, des écueils qui est d'idéologiser justement ce futur et comment, quand on rajoute le petit suffixe isme derrière le terme de futur, tout à coup on se retrouve confronté à un siècle en arrière. Alors avant d'en arriver là, je vais quand même très rapidement vous présenter ce qu'est Uzbek Erika pour ceux qui ne le savent pas. Alors Uzbek Erika, c'est ça, au point de départ, c'est donc les personnages des lettres persanes de Montesquieu. Donc première parution des lettres persanes en 1721, anonymement. Montesquieu craignait la censure. Il a d'ailleurs sorti sa première parution des lettres persanes en Hollande. Alors, Uzbek Erika, très rapidement, hein, c'est deux petits personnages, deux individus qui viennent de Perse, donc l'Iran, et qui montent à Paris à travers un voyage en Europe, qui débarquent chez nous et qui s'étonnent de nos mœurs. Alors évidemment, vous connaissez un peu le concept du roman épistolaire et philosophique du XVIIIe siècle et des Lumières. C'était une manière pour Montesquieu de faire de la critique sociale, de s'étonner, de faire comme si il regardait le monde avec un œil neuf. Et nous, aujourd'hui, on a un peu modernisé Uzbek Erika, c'est eux. Bon, il y a déjà un gros mot, quoi. Uzbek Erika, chez nous, en fait, émaille parcourt notre magazine à travers des planches de bande dessinée. Ils viennent du futur. Uzbek Erika viennent d'un futur qui est une hypothèse philosophique de la même manière que la Perse en était une pour Montesquieu, débarquent chez nous et s'étonnent. Pourquoi ils débarquent chez nous? Le petit pitch rapide, c'est que dans ce futur, tout a été numérisé, il n'existe plus aucun livre, et un hacker maléfique a fait sauter l'ordinateur qui contient toute la mémoire du monde. Et donc voilà une humanité et une société qui maîtrise la technologie mais qui ne connaît pas son histoire. Donc on envoie des gens dans le passé pour réécrire l'histoire. Et Uzbek Erika débarque chez nous et évidemment, il ne voit pas le monde comme nous on le voit. Plus exactement, on essaye de faire en sorte qu'il ne voit pas le monde de la même manière que nous on le voit et donc de se dessiller les yeux et d'essayer de regarder ce qui se passe. La première fois qu'il débarque à Paris, c'était donc dans le premier épisode en 2010. Bon, ils observent que d'abord ça pue parce qu'il y a des gaz d'échappement, qu'il y a des maladies, qu'il y a dans le monde des dictateurs, qu'il y a même des pays. Alors ça, le concept leur échappe complètement, puisqu'il y a 193 ou 195 pays dans le monde, ça dépend comment on les reconnaît. Pour eux, dans ce futur très lointain, la Terre est unie. Hein, on est totalement chez John Lennon là. Alors qu'est-ce que c'est Uzbek Erika? C'est d'abord un magazine trimestriel. Donc là, on vous a mis les avant-derniers numéros. Et le dernier qui vient de sortir est celui-ci. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être on aura l'occasion d'y revenir pendant notre discussion. Salut Ariel.
On s'est redécouvert récemment très républicain et en relisant les textes fondateurs de la République en France, on s'est rendu compte que c'était hyper moderne et on a voulu imaginer ce que pouvait être une République au XXIe siècle. Mais Uzbek Erika n'est pas qu'un magazine, c'est vraiment un objet médiatique un peu particulier qui explore le futur, comme nous l'a rappelé tout à l'heure Jean-Philippe. C'est une collection de bouquins qui s'appelle Le Monde expliqué aux vieux. Nous, on est parti du principe qu'il y avait les bouquins d'Hubert Reeves qui expliquent l'univers à ses petits-enfants. Bah là, c'est un peu les petits-enfants qui expliquent le monde qui vient et les basculements aux générations plus vieilles, avec un petit sous-titre quand même qui dit « On est tous le vieux de quelqu'un », parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un raccourcissement des cycles de la génération qui fait que quand on a 25 ans, on est un peu largué par ceux qui en ont 15. Et alors, je ne vous dis pas mon âge, mais je suis largué par ceux qui en ont 25 aussi. C'est aussi l'organisation de conférences débats que nous avons appelé le tribunal pour les générations futures. Tous les trimestres, à la sortie de chaque numéro, Uzbek Erika organise une conférence sous forme de ce qu'on appelle un simulacre de procès. Donc, par exemple, on a fait le procès de Uber. On avait fait venir le directeur de la communication de Uber qui a été accusé. Comme vous le voyez, moi je suis déguisé et j'ai une robe d'avocat, enfin plus ou moins. Et je devais défendre mon client, qui était donc Grégoire Cobb de Uber. On a fait aussi faut-il une bonne dictature verte en invitant l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Batho et Hervé Le Treut du GIEC. Bref, on essaye de prendre à la fois le concept de génération future qui n'existe pas dans le droit français et en même temps des sujets qui sont des sujets d'avenir et on essaye de les traiter à l'aune de notre esprit qui est un esprit, et je crois qu'on va y revenir ensemble car ça maîtrise beaucoup la pensée d'Uzbek Erika, totalement schizophrène. On participe aussi à une émission de télévision qui s'appelle Futur Mag sur Arte, tous les samedis vers 13h26. Et puis enfin, nous publions des études des tendances, parce qu'on s'est rendu compte que aujourd'hui les bureaux de tendance et les bureaux de style étaient essentiellement consacrés à la mode. Et donc nous nous sommes intéressés à beaucoup de choses qui ne sont pas du domaine de la mode, comme par exemple comment on va faire ses courses demain, qu'est-ce que la génération Z, comment on va manger demain, et évidemment l'intelligence artificielle, un grand sujet qui nous intéresse tous ici. Alors, cette petite introduction faite, on a publié il y a 2-3 numéros, avec l'aide de Ariel Kirou, ici présent, un numéro spécial qui n'était pas pour une fois consacré à un thème précis, la bagnole, la ville, les robots. On a publié un numéro d'Uzbek Erika qui s'appelait « Non au futur parfait ». Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte, nous qui malaxons cette matière qu'on appelle le futur, qui est une matière extrêmement liquide. Le futur commence demain et aujourd'hui, nous sommes le futur d'hier. Nous nous sommes rendus compte, disais-je, qu'il y avait un petit souci avec cet imaginaire du futur et que parfois, on avait le sentiment que plus on avance dans le temps et plus le futur ressemble à quelque chose de très aseptisé, un futur passé à l'eau de Javel, un futur qui ressemblerait à une pub Samsung. Je sais que j'ai pas le droit. Si, j'ai le droit de citer des marques. En fait, je m'en fous. Et que, alors, ce qui est drôle, c'est qu'on voit bien la pomme ici. Donc, en fait, on voulait pas que ce futur ressemble à un Apple Store. On voulait que ce soit un peu plus bordélique. Et donc, on a réfléchi à cet imaginaire du futur et on s'est rendu compte effectivement que aux sources de ce futur parfait, d'un futur qui chercherait à faire de l'être humain un individu pur et parfait, il y avait le fameux manifeste du futurisme publié dans le Figaro le 20 février 1909 exactement, par le dénommé poète italien Filippo Tommaso Marinetti. Et ce manifeste du futur, ce manifeste du futurisme, pardon, finalement, en employant des termes de l'époque et en employant en se fondant essentiellement sur une matière artistique, la poésie, la peinture, reprenait les codes de ce qu'on peut lire aujourd'hui chez les gourous de la Silicon Valley. Alors, je fais un tout petit point d'étape. Je vais essayer de ne pas être trop réac. Je
Je vais essayer de ne pas être complètement dans le c'était mieux avant, mais en même temps, je pense que c'est important de soulever ce fameux capot de la bagnole et de regarder ce que ce futur nous promet pour à la fois aimer le futur et en même temps ne pas être dupe de ce qu'on cherche à nous refourguer en termes de perfection pure et parfaite. Que disaient les futuristes italiens? Plein de choses. Ils étaient d'abord, alors c'est un peu petit, hein, donc, mais si il est en ligne, hein, donc il y a qu'à le lire. C'est très bizarre comme texte. C'est un texte complètement dingue, presque écrit sous acide. D'abord, les futuristes italiens aimaient la vitesse, aimaient le mouvement, ils aimaient la machine. Hein, alors, je vais essayer d'être court, mais je lis certains passages de ce manifeste du futurisme. Nous déclarons, disait Marinetti, que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile de course, avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à l'haleine explosive, une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la victoire de Samothrace. Alors, la victoire de Samothrace, hein, c'est une statue grecque qu'on peut trouver au Louvre et qui était une statue qu'on mettait sur la proue des navires. Donc, sous-entendu, la bagnole, la voiture, la vitesse, c'est plus beau que de l'art. Il nous disait aussi, et donc là on retrouve dans cette peinture de Luigi Russolo qui s'appelle Dynamisme d'une automobile et qui a été peint en 1913, on retrouve là le mouvement de la voiture. Donc on voit bien qu'on est dans un moment de l'histoire de l'art qui match avec un moment intellectuel et un moment idéologique. Les futuristes italiens nous disaient aussi vouloir vaincre la mort. Je cite encore le manifeste de Marinetti. « Et nous chassions, tels de jeunes lions, la mort au pelage noir, taché de croix pâles, qui courait devant nous dans le vaste ciel mauve, palpable et vivant. » Ils nous disaient aussi, ces futuristes, détester la culture. Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques. Non, non, ce n'est pas Daesh. Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme et toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires. Ils détestaient le passé. Tiens. Voulez-vous donc gâcher ainsi vos meilleures forces dans une admiration inutile du passé, dont vous sortez forcément épuisé, amoindri, piétiné? Ils valorisaient la violence, la guerre et les valeurs masculines. Nous voulons, disait-il, glorifier la guerre, seule hygiène du monde. Le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris de la femme. Et ils étaient évidemment des individus détestant la nature, valorisant le concept de ville. On y reviendra aussi tout à l'heure. Alors, évidemment, on a souvent reproché aux futuristes italiens d'avoir donné naissance au fascisme. Je ne rentre pas dans une exégèse de l'histoire de l'art. Ce n'est pas exactement vrai. Il y a eu des futuristes italiens qui, effectivement, ont participé à la marche sur Rome et derrière au régime mussolinien. En tout état de cause, on est, et c'est ça, moi, que je voudrais souligner aujourd'hui, dans une idéologie, dans une vision du monde qui est, de notre point de vue, mais je pense qu'on peut en débattre ensemble, extrêmement anti-humaniste. Certes, c'était un mouvement littéraire, mais à l'époque, les disciplines étaient beaucoup moins en silo qu'aujourd'hui. Et quand nous, on a réfléchi à ce futur aseptisé et à ce futur parfait, on n'a pas pu s'empêcher de replonger donc, aux origines de ce mouvement futuriste italien. Alors, je vous le disais, on est, nous, dans un moment historique de grande accélération, avec une crise des imaginaires du futur. Et là encore, je me tourne vers mon ami Ariel Kirou, dont l'expression même d'imaginaire du futur est symptomatique. On est coincé, je dirais, entre deux imaginaires du futur symétriques. Et pour vous le
l'illustrer de la manière, je dirais, peut-être la moins scientifique possible, car je suis un journaliste, hein, je ne suis pas un scientifique. Je voudrais vous parler de deux de mes idoles. Le premier, c'est lui. Vous avez sans doute reconnu Hervé, du Crédit Mutuel. Vous connaissez les publicités pour le Crédit Mutuel avec ce père de famille ronchon qui ne veut pas mettre ses économies autrement que dans un vrai coffre-fort en vrai, qui ne supporte pas que sa fille puisse aller voter. Vous savez, la dernière pub Crédit Mutuel, il ne supporte pas que sa fille puisse aller voter et participer en tant qu'actionnaire Crédit Mutuel à l'Assemblée générale des actionnaires. Sa femme lui dit « Ah bah, il ferait bien d'y avoir un peu plus de démocratie aussi à la maison. » J'ai pas entendu, je suis désolé. Des sociétaires, absolument. Bravo, vous êtes au Crédit Mutuel, je suis désolé. Non, mais en plus, j'ai cherché le mot, mais vous faites bien de me le rappeler. Bref, on a là un homme qui a peur que les Chinois viennent lui bouffer la laine sur le dos, un homme qui ne veut pas que sa banque, on peut dire banque, ne veut pas que sa banque fasse de la téléphonie mobile aussi. On a un homme qui a peur et qui incarne d'une certaine manière le fameux « c'était mieux avant ». Et ce Hervé du Crédit Mutuel, pour la petite histoire, Hervé s'appelle vraiment Hervé et c'est un comédien de la comédie française qui a eu une soudaine notoriété, en particulier auprès des salariés Crédit Mutuel, et qu'on peut mettre en symétrie parfaite avec un autre grand-père. Alors là, j'ai fait une capture d'écran un peu à l'arrache, mais c'est le papy de Boulanger. Vous connaissez les magasins Boulanger? Les magasins Boulanger, c'est la happy technology. C'est dans les magasins Boulanger qu'on va acheter tout un attirail technologique. Et alors là, dans cette publicité Boulanger, qui est magnifique, en tout cas que j'adore vraiment, on voit donc ce grand-père jouer en famille au Pictionary avec ses petits-enfants, et puis il dessine un nuage. Et puis il fait deviner, et personne devine. Et puis lui, il dit, mais enfin, c'est le cloud, ma chérie. Et sa petite fille le regarde éberluée et dit, papy, tu connais le cloud? Oui, il connaît le cloud car il est dans la happy technology. Alors, on a là les deux imaginaires, je dirais, un super négatif et un super positif du futur. Je voudrais rapidement m'intéresser à celui qui est super positif, hein, car la happy technology nous incite à penser que grâce à la technologie, nous pourrions devenir heureux. Pourquoi on pourrait devenir heureux? Car je pense, et nous pensons chez Uzbek Erika, et évidemment nous ne sommes pas les seuls, car il y a heureusement de plus en plus une littérature et une pensée autour de la question technologique qui ressurgit dans les années 2010, hein, qui avait été un peu oubliée, on y reviendra peut-être aussi depuis Jacques Ellul, qui était un des grands philosophes français de la technique, qu'on appelle tout simplement le néo-futurisme, et qui est caractérisé par tout un tas de critères qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux du futurisme italien, mais qui en reprennent les codes et qui, d'une certaine manière, valorisent la même vision du monde qui est une certaine forme d'anti-humanisme. Voilà. Vous connaissez cet homme? C'est Ray Kurzweil. C'est Raymond Kurzweil qui est, je dirais, un peu le pape du transhumanisme. C'est lui qui est le chef ingénieur de chez Google. Ça veut dire grosso modo qu'il a des crédits illimités pour vaincre la mort. Alors on dit, vous savez, qu'il prend plusieurs dizaines de pilules par jour. On dit qu'il cherche à plus ou moins long terme télécharger son cerveau dans un ordinateur. Alors quand je dis ça, techniquement ça a l'air un peu farfelu, mais ce qui est incroyable chez lui, c'est qu'il dispose de plusieurs dizaines de millions de dollars pour parvenir à ses fins. Et pour le citer très rapidement, Ray Kurzweil nous dit, dans un bouquin qu'il a sorti en 2006, bientôt, il le dit tranquillement, hein, nous deviendrons du logiciel et le matériel sera remplaçable. On a donc là déjà, je dirais, ce problème par rapport à ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire le corps. On a un problème avec son corps. Alors, dans Uzbek Erika, chaque trimestre, on dresse le portrait évidemment totalement subjectif et sans l'avoir rencontré
c'est pas le cas de tout le monde, de ce qu'on appelle des gourous du 21e siècle. Dans le dernier Uzbek Erika, celui avec la Marianne en couverture, on fait le portrait de ce gourou qui est Raymond Kurzweil, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que lui a été traumatisé par la mort de son papa, qui s'appelait Frédéric Kurzweil, et en allant piocher dans toutes les archives personnelles de Frédéric Kurzweil, que ce soit les photos, les lettres, que ce soit tous les courriers qu'il a envoyés, qu'il a reçus, bref, toute la data, toutes les données personnelles que son père a pu laisser au cours de son existence, son fils, Raymond Kurzweil, ici présent, cherche à recréer un avatar de son père qu'il pourrait fréquenter dans des nouveaux systèmes de réalité augmentée. C'est ce qu'on appelle évidemment la singularité technologique. Je crois que là, c'est un des grands sujets qui nous anime ces jours-ci dans ce festival, dans cette grande initiative. La singularité technologique, c'est tout simplement la fusion entre l'homme et la machine. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses autour de ça. Lui, Kurzweil, qui est un petit peu la pointe avancée du transhumanisme, nous dit qu'aux alentours de 2045-2050, ça dépend des interviews qu'il donne et des conférences qu'il donne à l'Université de la Singularité, en Californie évidemment, on pourra effectivement opérer la fusion entre des puces électroniques et des neurones. Certains pensent, parmi les transhumanistes, qu'on pourra se cryogéniser, c'est-à-dire faire perdurer son corps dans un état de mort jusqu'à résurrection. Lui, Kurzweil, il en a un peu rien à foutre de son corps. Je ne sais pas qu'il soit forcément disgracieux. Mais son truc à lui, c'est la réalité augmentée, et c'est de n'être finalement qu'une pure conscience. Certains individus aujourd'hui sont d'ores et déjà de ce qu'on appelle des cyborgs. Alors, il y a un peu baston pour savoir qui est le premier cyborg de l'histoire de l'humanité. Il y en a un qu'on aime beaucoup, c'est lui. C'est Neil Harbisson, un homme d'origine britannique qui vit aujourd'hui à Barcelone et qui ne peut pas voir les couleurs. Il n'est pas daltonien, hein. Il ne voit qu'en noir et blanc. Et donc il a ce qu'on appelle un iBorg. Il a donc une caméra reliée à son cerveau qui transforme les couleurs en son. Et donc, à chaque fois qu'il voit quelque chose, c'est-à-dire à chaque fois qu'il ouvre les yeux, il y a des sons qui retentissent dans son cerveau et qui lui indiquent quelle couleur il voit, de quelle couleur il s'agit. Ce qui est incroyable chez ce garçon, qui est encore jeune et qui est, là encore, je crois, c'est intéressant parce que c'est un artiste. Il a réussi à ouvrir suffisamment le spectre pour pouvoir voir de l'ultraviolet à l'infrarouge. Enfin, pour pouvoir entendre de l'ultraviolet à l'infrarouge. Un autre qui n'existe pas, un surnuméraire, comme dirait Lacan, c'est lui, c'est Captain America. Mais c'est intéressant parce que vous avez remarqué quand même qu'il y a quand même une résurgence du concept de super-héros aujourd'hui, et que Captain America, qui a commencé sa carrière de militaire en haut à gauche, tout frêle et tout chétif, est passé dans une sorte d'accélérateur et a été transformé en super soldat. Alors à l'époque, il sauvait le monde du nazisme, et aujourd'hui, il lutte de la même manière avec ses super pouvoirs contre tous les méchants. C'est une certaine forme de transhumanisme, et Captain America est un transhumain. Un autre individu extrêmement intéressant qui s'affirme être lui-même un cyborg, c'est le savant, le chercheur britannique Kevin Warwick. Vous avez sans doute entendu parler de Kevin Warwick qui s'est mis des petites puces dans les avant-bras pour pouvoir ouvrir des portes. Il a aussi réalisé une expérience avec sa femme, Madame Warwick. Ils se sont mis des puces chacun dans le crâne de l'autre, et ils ont déclaré pendant, je crois, 1 semaine ou 9 jours, communiquer uniquement par télépathie. Ils ont dit que ça avait fonctionné. En tout cas, le jour où je vous parle, ils n'ont toujours pas divorcé. Kevin Warwick est intéressant parce que, alors lui, c'est un transhumaniste, je dirais, encore plus militant, si c'est possible de le dire comme ça, que Raymond Kurzweil. C'est un homme qui a déclaré: ceux qui refuseront de s'améliorer constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur.
On voit donc bien là que l'idéologie transhumaniste, ce n'est pas seulement une humanité à deux vitesses, non, c'est potentiellement deux humanités. On voit bien là que, alors que je dirais d'un point de vue biologique, nous sommes sensiblement les mêmes qu'il y a 2000 ans. Évidemment, on vit plus longtemps, on est un peu plus grand, on est plus robuste. Le darwinisme a fait son œuvre, mais il a fait son œuvre d'un point de vue... Alors, s'il y a des scientifiques dans la salle, excusez-moi, je sais que je peux dire des grosses bêtises, mais naturel. C'est pas exactement vrai. Les progrès de la médecine ne sont pas naturels. Les progrès de l'alimentation ne sont pas naturels. Mais en tout état de cause, il n'y a pas eu de choc anthropologique qui fait que nous serions passés d'un état à un autre. Nous sommes sensiblement les mêmes. Parfois, pour expliquer ça à mes enfants, je leur explique que Rihanna et Cléopâtre sont constitués à peu près du même ADN. Ce qui est intéressant dans l'idéologie transhumaniste, c'est qu'il y a cette espèce de frustration qui fait qu'on a, en particulier depuis la deuxième révolution industrielle, extraordinairement modifié notre environnement technologique, mais nous n'avons pas réussi, nous, malingres êtres humains, comme dans la version 1 de Captain America, réussi à nous transformer nous-mêmes en tant que corps. Et que on court toujours le 100 mètres en 9 secondes 58, on n'a pas réussi à passer la barre des 9 secondes, nous ne savons toujours pas voler, nous ne savons toujours pas voir la nuit. Alors, certains voient la nuit, hein, vous avez entendu parler peut-être de cette expérience d'un biohacker qui s'appelle Gabriel Licina, qui s'est injecté du collyre dans les yeux à base d'ADN de poisson des profondeurs et qui a réussi à observer quelqu'un la nuit à 50 mètres de distance. Pour frimer, il a même réclamé une paire de lunettes de soleil. Mais en tout état de cause, nos capacités corporelles et notre état d'être humain n'a pas encore été transformé. On porte des lunettes. Donc moi, je ne vois rien du tout là, et là, tout à coup, je peux mieux vous observer. Peut-être que la lunette est le début du transhumanisme. Certains parlent aussi du maquillage, qui est une manière de s'améliorer. Mais en tout cas, du point de vue anthropologique, du point de vue de ce que nous sommes biologiquement, il n'y a pas encore eu ce grand saut qualitatif qu'attendent les transhumanistes. Et ils ne font pas que les attendre, ils les financent. Ça, je pense que c'est très important de revenir aussi sur le fait que pour la première fois, finalement, les chefs d'entreprise de la nouvelle économie sont aussi des grands idéologues. Ce n'est pas un hasard si les fondateurs de Google ont embauché Raymond Kurzweil, donc Larry Page, Sergey Brin, Eric Schmidt, et que ce n'est plus seulement un fantasme de science-fiction, c'est une manière de à la fois faire du business et en même temps de s'améliorer. D'une certaine manière, le cœur vibrant de l'idéologie transhumaniste se situe dans les GAFA, les fameux Google, Amazon, Facebook, Apple, les NATU, maintenant on dit, vous avez entendu parler des NATU, Netflix, Uber, je retrouverai le reste. Mais en tout cas, ce n'est plus un fantasme, c'est quelque chose qui est financé. La deuxième, à mon avis, marque de ce néo-futurisme, évidemment, réside dans la data, mais dans tout ce que ça signifie d'un point de vue, je dirais, d'un point de vue d'une nouvelle discipline et d'une nouvelle manière d'envisager le monde, qui est la fin du hasard. Vous aurez remarqué que ça nous devient de plus en plus insupportable de ne pas savoir ce qui va se passer. Nous voulons tout maîtriser, nous voulons tout anticiper. De ce point de vue-là, je dirais qu'une des grandes innovations des dernières années a quand même été le GPS présent dans nos smartphones. Moi, ça m'arrive tout à fait régulièrement de me promener en ville et de ne pas du tout regarder mon environnement, de juste regarder la petite flèche et de dire un petit merci au satellite qui est en train de me suivre. Car sans lui, je serais totalement perdu. Et donc, par exemple, si je sors de chez moi et que je cherche un vélo en libre service, je n'ai pas à errer dans mon quartier pour savoir s'il y en a un à la station que je connais, mais je sais très bien si j'ai une place de vélo, combien il va en rester, ou si je suis sur Autolib, est-ce que je vais être capable de trouver une voiture. Alors,
Je mens un peu parce que je n'ai pas le permis de conduire, mais quand ça m'arrive d'être accompagné, la notion même de hasard a disparu de nos existences. Évidemment, transhumanisme, fin du hasard, je dirais aussi rêve de confort. Je pense que là, de ce point de vue-là, nous sommes au cœur de la problématique qui nous intéresse avec des robots et des hommes. Et donc, vous reconnaissez sans doute cette image tirée de la série Real Humans, qui est passée sur Arte il y a quelques années maintenant. Et donc, ce rêve de confort, ce rêve de ne plus souffrir. Le rêve, finalement, d'être dans une disposition qui fait que nous n'aurions plus à faire l'effort de. Et ça, je crois que c'est à la fois un progrès, et comme tout progrès, il est extrêmement ambivalent. Ça nous arrive souvent, nous, de travailler avec des scolaires et d'organiser des petits ateliers d'écriture qu'on appelle la Gazette du futur. Au lieu d'être le 10 avril 2016, on imagine qu'on est le 10 avril 2036. Et on fait travailler une quinzaine de mômes sur ce sera quoi le monde de demain. Et tous, absolument tous, 100% des cas, ce qu'ils imaginent pour le futur, c'est un robot valet qui va leur faire les lacets, un robot valet qui va leur faire leurs devoirs à leur place. Bref, c'est de faire tout à la place des individus. C'est aussi, et là je trouve que c'est intéressant parce que j'ai hésité avant de vous présenter cet homme, c'est aussi une certaine forme, on en parlait tout à l'heure, c'est marrant parce que ça fait écho à des discussions qu'on peut avoir de manière individuelle comme ça, de bien-être. Vous savez par exemple que Steve Jobs avait son propre gourou, que la plupart des dirigeants des entreprises de la tech en Californie, mais dans le monde entier, aiment la méditation, aiment se faire du bien, et que finalement ce ne sont pas des concepts aussi antagoniques qu'ils n'en ont l'air. Cette nouvelle civilisation du bien-être me semble être caractéristique d'un néo-futurisme qui ferait que nous serions en train de devenir, et il faudrait devenir, des individus parfaits. Il y a ces jours-ci un bouquin extrêmement intéressant que je vous conseille qui s'appelle Le syndrome du bien-être aux éditions L'Échappée, évidemment, L'Échappée qui sont des éditions plutôt technosceptiques, et qui s'appelle donc le syndrome du bien-être, qui a été écrit par deux sociologues suédois, Gederström et Spicer, et qui nous disent que finalement, quand la bonne santé morale et spirituelle devient un impératif moral, cela supplante finalement toute forme de critique sociale. Et là, je pense qu'on est au cœur du néo-futurisme qui fait que nous n'avons plus à nous interroger sur les structures sociales, et nous sommes obligés, en nous responsabilisant nous-mêmes et en étant obligés d'admettre que nous serions les seuls responsables de nos destins, d'éradiquer toute pensée critique. Saint-Just disait à la Révolution « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». On pourrait presque aujourd'hui dire « Le bien-être est une idée neuve en Europe », un bien-être qui est à la fois corporel, avoir un corps parfait, et en même temps un bien-être spirituel. Et ce gourou de pacotille, finalement, incarne bien une époque qui nous fait avoir des coachs pour mieux vivre, faire du sport pour mieux vivre. Il y a le prochain tribunal pour les générations futures qu'organise Uzbek Erika va s'intituler « A-t-on encore le droit de ne pas faire de sport ?» Et nous invoquerons évidemment la figure tutélaire de Churchill, « No sport ». C'est comme si nous étions passés finalement de Saint-Just à Mathieu Ricard, qui est Bref, j'aime beaucoup Mathieu Ricard, en plus c'est dégueulasse ce que je suis en train de dire. On parlait tout à l'heure d'Apple Store, alors voilà à quoi ressemble un Apple Store. Et quand nous avons réfléchi à cette histoire de futur parfait, on s'est dit, mais si c'est ça le futur, moi j'aime bien aller dans un Apple Store, hein, et d'ailleurs je cache encore ma pomme, mais
Si le futur est un futur sans poussière, est un futur passé à la javel et un futur d'un blanc immaculé, est-ce que j'ai vraiment envie d'y vivre? De ce point de vue-là, on avait commencé notre dossier en parlant de la Harley Davidson. La Harley Davidson, qui est donc une moto qui fait beaucoup de bruit et qui fait un bruit très particulier. Pardon? Bah, ça fait beaucoup de bruit, on frime un peu. Non, mais la Harley Davidson, bon, pour nous, c'est quand même Easy Rider, quoi. Je veux dire, pour ceux qui ont quand même une certaine forme de culture hippie, euh, c'est la liberté, c'est le bruit, c'est l'odeur. Euh, et Harley Davidson, aujourd'hui, veut innover. Alors, ils veulent innover avec un moteur qui serait un moteur électrique, qui serait un moteur parfaitement silencieux, mais il y a des petits malins qui ont quand même imaginé que des applications pourraient être pluguées sur la Harley Davidson, et donc de rajouter un bruit de Harley Davidson artificiel. Bon, je crois que là, on est vraiment dans l'ère du fake, hein, dans l'artifice pur. Et je crois qu'on est, à travers cet exemple-là, dans la dialectique entre, on est presque en cours de philo en terminale, entre la nature et la culture. Si l'artifice prend totalement le pas sur la nature, est-ce que, là encore, c'est un monde dans lequel nous voulons vivre? Ça peut m'arriver de répondre oui à la question, et encore une fois, je reviens à mon point de vue, essayons de ne pas être trop réac. Alors, évidemment, plusieurs penseurs, essayistes, sont en train de réfléchir aujourd'hui à cette grande question technologique. C'est difficile de lire je dirais une bonne littérature sur le sujet, car je pense que pour bien comprendre et pour bien analyser la question technologique, il faut aussi en être un usager. C'est pour ça que nous avons, je crois ici, la chance d'avoir certains des meilleurs penseurs je ne parle pas de moi, je parle de Beignet, Kirou, de la question technologique, mais je vous incite à lire aussi les bouquins de cet homme-là, qui s'appelle Evgeny Morozov. Evgeny Morozov est relativement jeune, il est d'origine biélorusse, il a écrit des bouquins extrêmement intéressants. Il critique notamment ce qu'il appelle le solutionnisme technologique. Hein, pour tout résoudre, cliquez ici. Est-ce que c'est vraiment en créant des applications qu'on va changer le monde? Uzbek Erika fonctionne au sein d'un écosystème de start-upers et tous veulent changer le monde, un peu comme Steve Jobs avait changé le monde. Alors, est-ce que Steve Jobs a réellement changé le monde? Oui, d'une certaine manière, mais est-ce que c'est vraiment les applications qui changent le monde? Vous savez, parfois quand vous vous baladez, quand vous voyez des photos de la Silicon Valley, vous voyez des espèces de slogans qui ont été mis par des technocritiques qui disent « Not available on Apple Store ». Et puis enfin, je pense, il y a beaucoup d'autres manifestations de ce néo-futurisme, mais on a été extrêmement frappé de la résurgence du mot futur dans les publicités. Alors, au début, on s'est posé la question, c'est un peu, vous savez, comme quand vous venez de vous casser la jambe au ski, vous avez l'impression que tout le monde porte un plâtre. Est-ce que c'est parce que c'est notre objet de travail, le futur, qu'on a l'impression que finalement le mot futur est partout? Mais comme on ne veut pas croire ça, on a quand même essayé de nomenclaturer toutes les pubs qui parlent de futur. Alors évidemment là, The Future is Gold, mais je vous en cite plein que j'ai comme ça glané au hasard. Next is Now. Alors c'est à vous de trouver assurer tous les avenirs. Build your future. Le futur commence maintenant. Devenez actionnaire du futur. L'avenir commence ici. Produisons l'avenir. Le bon sens a de l'avenir. Le futur s'installe chez vous. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On voit bien là que finalement, plus nous vivons dans des moments anxiogènes, et plus la publicité se charge de nous dire que pas du tout, en fait, tout va bien, et que nous serions finalement dans le monde merveilleux de la happy technology, et que ça fait du bien d'être dans ce futur.
Avant-dernier avatar de ce néo-futurisme, où on reprend finalement les codes du futurisme italien, c'est évidemment le grand fantasme de la Smart City. Donc la Smart City, la ville intelligente, avec ce qu'on appelle l'Internet industriel, c'est-à-dire en fait plugué et connecté entre tous les objets urbains, qui ferait que finalement nous n'aurions plus besoin, nous les êtres humains, de gouverner nos villes, car il y aurait une certaine forme de gouvernance cybernétique qui ferait que les machines se chargent de gouverner et nous n'aurions plus qu'à vivre. Ce qui est intéressant, c'est que ne pensez pas que c'est une ligne politique qui serait essentiellement une ligne, disons, libérale ou néolibérale. Je vous rappelle que dans les grands rêves de la cybernétique, parmi les grands penseurs et ceux qui en rêvaient, il y avait Allende, qui lui-même avait rêvé à l'époque, au début des années 70, d'une sorte de grande salle de la gouvernance d'un pays qui serait une gouvernance cybernétique. Et on a là aussi, on retrouve certains des grands aspects du marxisme. Pour autant, je dirais que si on doit résumer finalement la pensée néo-futuriste aujourd'hui, elle pencherait sans doute davantage du côté des libertariens. Les libertariens, essentiellement là encore aux États-Unis, mais on a aussi chez nous nos propres libertariens. D'une certaine manière, il y a une vingtaine d'années, Alain Madelin était l'ancêtre des libertariens d'aujourd'hui. On s'était un peu moqué de lui à l'époque en disant mais il va finir par vouloir interdire la ceinture de sécurité. C'est de s'affranchir des règles, c'est de s'affranchir des normes, et c'est de s'affranchir de cette saloperie d'humanité qui nous empêche d'être réellement heureux. Le libertarisme, le fait de faire sécession avec le reste de la société est une des marques de ce néo-futurisme. Vous savez qu'il y a des projets aujourd'hui, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais de construire des îles artificielles où nous pourrions enfin être dans l'entre-soi. Dans la SF aussi, on voit que par exemple le film 2012 sur la grande catastrophe est de manière sous-jacente, non pas, je ne crois pas qu'il faut prêter ce type d'intention à ceux qui l'ont fait, mais une sorte d'ersatz de libertarisme. Seules 400 000 personnes dans le monde, parmi évidemment les plus fortunés, pourront échapper à la catastrophe à travers des vaisseaux spatiaux. Et donc on a là une certaine forme d'affranchissement des règles et d'affranchissement de l'humanité. Là encore, la science-fiction souvent vient à notre rescousse. Vous avez sans doute vu ou entendu parler du film Elysium avec Matt Damon, où sur la planète Terre ne vivent plus que des pauvres qui sont, enfin des miséreux, qui sont d'ailleurs administrés par des robots. Je suis vraiment réac en fait. Et en même temps, au-dessus, dans la stratosphère, sur une sorte de planète artificielle, vivent évidemment les plus riches, qui bénéficient comme par hasard de ce qu'on appelle la Medbox, la boîte de médecine qui fait que quand on rentre dedans, toutes nos maladies sont guéries, et donc on a là une humanité en haut qui est immortelle et une humanité en bas qui peut crever la gueule ouverte. Alors, comme souvent, il y a, c'est ça qui est amusant, d'un côté, ceux qui pensent ce néo-futurisme et qui sont des intellectuels technocritiques ou technosceptiques. Et puis d'un côté, on a les faiseurs. Et c'est comme si dans la controverse intellectuelle autour de cette question du futur, on avait juste les capitalistes d'un côté et puis ceux qui écrivent des bouquins parus à 10 000 exemplaires maximum dans le monde de l'autre. C'est pas totalement vrai. Il y a ce bouquin qui est extrêmement intéressant, qui a été écrit par Eric Schmidt et Jared Cohen. Jared Cohen est un peu le pendant intello de Raymond Kurzweil. Kurzweil, c'est le chef des ingénieurs de chez Google. Jared Cohen, c'est le chef des intellos de chez Google. C'est lui qui est chargé de penser ce monde. Et donc, il a coécrit avec Eric Schmidt un bouquin qui est incroyable, qui s'appelle « À nous d'écrire l'avenir ». Alors, c'est marqué best-seller international. Je ne connais pas les chiffres de vente en France, mais je veux dire, vous l'avez lu ? Oui, bon, Monsieur Kirou l'a lu. Alors, il y a des choses fascinantes dans ce bouquin. On nous explique grosso modo que ce qui est super, c'est que le monde va vraiment bien se passer, tout va bien se passer. Que si les Rwandais avaient bénéficié d'Internet à l'époque, il n'y aurait pas eu de génocide. Je caricature pas, on est d'accord. Et puis il vous propose
il vous conseille amicalement de bien choisir le prénom de vos enfants afin qu'il soit bien référencé dans les moteurs de recherche. Et donc, voilà. Et donc, ce qui est amusant, c'est que quand on réfléchit au futur, c'est sans doute, et là, je redeviens sérieux 2 secondes, c'est sans doute pour la première fois de l'histoire que ceux qui prédisent l'avenir sont aussi ceux qui le financent. Hein, et qu'ils ont finalement assez peu de chances de se tromper, puisque Google est un... Google God, comme dirait M. Kirou, Google est une sorte de Léviathan et qui possède et qui rachète l'ensemble des entreprises de l'innovation, et donc finalement ils ont assez peu de chances de se planter. Bon, sauf que évidemment l'histoire du monde est quand même encore aujourd'hui relativement aléatoire, et que de ce point de vue-là, pas sûr que ce à nous d'écrire l'avenir soit un jour avéré. Alors, pour terminer rapidement, moi j'aimerais bien revenir 2 secondes sur comment on peut faire par rapport à tout ça. Comment n'être ni le Hervé du Crédit Mutuel et sa cohorte d'amis, Éric Zemmour, Marine Le Pen, et tout un tas d'idéologies totalitaires. Je fais vraiment attention, mais pour moi, je les mets tous quand même dans le même sac. C'est-à-dire, je crois quand même que la grande résurgence d'un mouvement réactionnaire, pas seulement en France, mais dans le monde, est aussi un problème d'appréhension de l'accélération des mœurs et de la désintermédiation, et du fait que finalement, la grande civilisation numérique dans laquelle on est en train de vivre abat des grands murs, comme par exemple le patriarcat, et ce faisant, évidemment, pose des questions autour de la sexualité, et donc la résurgence d'une pensée religieuse extrêmement forte, à mon avis, est aussi la conséquence du fait que ça spread, de cette civilisation numérique qui se répand dans nos vies quotidiennes. Et n'être non plus pas le papy gâteau, même s'il a l'air très sympathique, de la happy technology. Alors, très brièvement, quelques pistes de réflexion pour éviter de sortir de cette dichotomie. Je dirais d'abord, pas de paranoïa. C'est vrai que la plupart des imaginaires du futur qui nous sont présentés depuis maintenant une trentaine d'années sont des imaginaires extraordinairement dystopiques. D'ailleurs, nous, par exemple, chez Uzbek Erika, quand on lance des concours de nouvelles d'anticipation, 9 nouvelles sur 10 qui nous parviennent sont totalement anxiogènes et catastrophistes. Alors, comme notre ligne éditoriale, c'est de voir l'avenir avec optimisme et enthousiasme, on essaye souvent de prendre la 10e, celle qui est la moins bien écrite, mais la plus optimiste. Pardon à ceux qui l'ont écrit. Nous ne pensons pas que rester des êtres humains dans un moment technologique va forcément nous transformer dans ce fameux personnage de John, vous savez, dans Le Meilleur des Mondes, qui est un humain non augmenté et qui finit dans la fange, qui est crade, qui mange comme avant et qui serait finalement une sorte d'animal, un chimpanzé du futur comme le décrivait Kevin Warwick, ni comme le personnage qu'on peut voir à la fin de La Possibilité du Nil de Michel Houellebecq, où il y a encore là cette humanité 1.0 qui fornique, qui pue et qui vit comme des espèces d'animaux préhistoriques. Donc pas de paranoïa. On peut aimer le futur sans aimer le futurisme. C'était un peu ça, moi, que je voulais quand même vous dire aujourd'hui. Le futur vieillit, lui aussi. Hein, y a un auteur de SF bien connu, Alain Damasio, qui dit finalement, ne vous inquiétez pas, le futur, lui aussi, devient hyper ringard. Quand on regarde les imaginaires du futur des années 50, ça peut donner des trucs aussi moches que Brasilia, au Brésil, qui était censé être la super ville du futur et qui finalement aujourd'hui n'est composé que de fonctionnaires corrompus, et qui n'a pas
tenu pour le coup ses promesses. Je pense que dans les réponses qu'on peut aussi apporter, et ça mériterait presque un débat en soi, il y a aussi une réponse, attention au gros mot, nataliste. On a bien vu, même s'il y a des facteurs exogènes à tout ça, que chaque fois qu'une société, qu'un État se dote d'un environnement technologique extrêmement poussé, on a des taux de fécondité extrêmement faibles, voire des taux de dépression et de suicide extrêmement forts. À chaque fois qu'un État accède au confort et à la technologie, et à chaque fois, heureusement, que des dizaines de milliers de personnes sortent de la pauvreté pour accéder à une certaine forme de classe moyenne, les taux de fécondité chutent. Je vous rappelle quand même, pour mémoire, que pour renouveler l'espèce humaine, il faut 2,05 enfants par femme. Pourquoi 2,05 ? Parce que 105 hommes naissent quand 100 femmes naissent. Alors ça s'équilibre avec le temps, mais à 2 enfants par femme, on est au niveau de renouvellement d'une population. Et que quand on regarde les taux de fécondité dans la plupart des pays industrialisés et même émergents, on est entre 1,3 en Allemagne et en Chine et 1,8, 1,9 dans les pays de l'Europe de l'Ouest, 2,2 dans les pays du Maghreb, et que finalement seule l'Afrique subsaharienne possède des taux de fécondité supérieurs à ce qu'il faudrait pour, je dis des mots horribles, mais renouveler le stock d'êtres humains sur la Terre. On voit bien qu'il y a une corrélation, là encore, je m'excuse, je ne suis pas très scientifique, entre le taux d'équipement technologique, voire robotique d'un État, Japon, Corée du Sud, et les taux de renouvellement de l'espèce. Montesquieu, ça tombe bien, était un nataliste, je dirais, non réactionnaire. Quand on dit aujourd'hui croisser et multiplier, on a l'impression qu'on appartient à la manif pour tous. Non, ce n'est pas vrai. On peut être des natalistes et des humanistes en même temps. Et souvent, la pensée humaniste au XXe siècle a trop souvent, de notre point de vue, fricoté avec le malthusianisme. Je pense que c'est une grave erreur. Évidemment, retrouver le goût du tragique et de l'imperfection, accepter de souffrir, accepter d'être des individus imparfaits, même si nous nous dotons d'outils qui nous permettent de vivre des vies plus ouatées. Évitons quand même de tomber dans cette société sous péridurale, même si je ne suis pas une femme et je pense que si j'en étais une, j'accoucherais sous péridurale, mais en tout cas, acceptons le tragique qui fait aussi un petit peu la beauté des êtres humains. Apprenons à connaître, évidemment aussi, et à maîtriser les technologies. Attention à cette fameuse technologie invisible. Il y a aujourd'hui de nombreuses startups qui vous proposent de rendre toute innovation technologique complètement invisible, et je pense que c'est une erreur. Ouvrir le capot, rendre la technologie transparente est quelque chose d'important dans cette résistance, entre guillemets, vis-à-vis du néo-futurisme. Uzbek Erika, par exemple, c'est pas pour faire ma pub, c'est pour vous dire comment nous on essaye, pas seulement de parloter, mais aussi de faire des trucs. On est très connecté au mouvement des makers et, et du design et de la refabrication, du retour un peu au tangible, à travers notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure, de ce qu'on appelle une maker box, c'est une sorte de smart box, mais pour refabriquer, remanufacturer et prototyper ses propres objets, que ce soit un tabouret ou que ce soit un skateboard. Je pense aussi que il nous manque un projet politique unifiant. Quand vous regardez finalement l'avancée de ce néo-futurisme, on se rend compte qu'en face de nous, ou à côté de nous, peu importe comment on prend la chose, on a des individus et des groupes qui sont extraordinairement organisés. Ce néo-futurisme et ce néo-transhumanisme possèdent une idéologie qui finalement est capable d'être une idéologie globale. Face à ça, je dirais nous, j'ai toujours du mal à dire ça, mais nous sommes, j'ai l'impression, un tout petit peu éparpillés. Et je pense que redonner un peu du sens à un projet politique
semble important, et c'est pour ça, par exemple, que dans notre dernier numéro, on a essayé de comprendre comment on pouvait redonner du corps à cette République. Je ne veux pas avoir une pensée ici totalement ethnocentrée en disant que le monde entier doit vivre comme sous la République, mais enfin, je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'on appelle les civic tech, comme quoi la technologie n'est pas que négative, au contraire. Vous savez, la primaire.org, Ma Voix, ce qui se passe aujourd'hui en ce moment dans ces fameux nuits debout et qui sont des tentatives de retrouver un projet collectif commun sont importants. Nous n'avons pas à être, comme une sociologue l'avait décrit, être seuls ensemble. Recréer du nous dans le je est un vrai enjeu pour les années à venir, là où la technologie crée beaucoup de je en détruisant le nous. Et puis, je pense que tout n'a pas été fait. La technologie n'est pas que happy. Il y a des grands enjeux pour l'avenir. Évidemment, c'est dans l'air du temps la lutte contre les paradis fiscaux, évidemment la lutte contre le réchauffement climatique, qui doivent pouvoir aussi nous stimuler et nous donner, en football on dirait la grinta nécessaire pour avancer ensemble. Et puis enfin, je pense qu'on ne peut pas terminer cette petite communication sans évoquer un penseur contemporain qui a érigé le libre arbitre au rang de vision du monde personnel, qui est James Bond, bien sûr. Si vous avez vu le dernier James Bond, Spectre, vous aurez remarqué que tout le film n'est qu'une réflexion autour du concept de libre arbitre, puisque le 00 devant le 7 signifie le permis de tuer. Et que ce permis de tuer, finalement, c'est le libre arbitre de l'individu vis-à-vis, dans le film en tout cas, du jeune technocrate qui ne jure que par la data et qui a inventé un système de sécurité généralisé à l'échelle du globe où on n'aurait plus besoin d'agents secrets et où finalement ce serait la technologie qui se chargerait de la sécurité de tous. Alors évidemment, derrière tout ça, il y a un projet totalitaire. Comme quoi les scénaristes de James Bond sont bien plus réactionnaires que moi. Et à la fin, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, je vous le spoil, à la fin, l'individu, l'être humain imparfait, Daniel Craig, pointe son pistolet vers le méchant et décide de ne pas le tuer. Il a fait œuvre de libre arbitre. De ce point de vue-là, il a été lui aussi un tout petit morceau de résistance vis-à-vis de ce néo-futurisme. Voilà, merci beaucoup.